Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chers frères. Bienvenue à cette présentation qui porte sur l'industrialisation de la région de l'Ouest. Nous allons poursuivre dans notre série, comme je vous l'avais dit précédemment, nous allons poursuivre dans notre série qui consiste à mener une réflexion, un brainstorm sur la façon dont on peut industrialiser la région de l'Ouest. C'est une présentation qui sera certainement longue, probablement 2 heures de temps. Nous allons couvrir beaucoup de matériel. Nous aurons un invité, c'est notre frère Luc Camto, qui a travaillé, qui a mené sa carrière dans le secteur industriel avant de prendre sa retraite. Donc, il partagera avec nous un certain nombre de choses pour que la présentation ne soit pas un monologue. Bonjour Jean-Claude Tchinkam, bonjour chers frères. Aidez-moi à partager la présente présentation dans les groupes. Je vais m'y essayer 2 minutes. Pendant ce temps, je vous laisse un peu écouter notre princesse Bangoula Maro Chamba. Bonjour Luc Camto, merci d'être là. Merci cher frère, je compte sur toi. Merci beaucoup Jean-Claude Tchinkam. Aidez-moi à partager. Moi, je vais le faire pendant 3 minutes. Et puis après, on va démarrer le live. Il y a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Ce sera assez long, mais on va essayer de couvrir l'ensemble des sujets. Je vous remercie. Voilà, merci, bienvenue à cette présentation. Pendant qu'on écoute la chanson de Maro Chamba, à qui on fait un clin d'œil, je vais présenter brièvement les différentes parties.
qui vont meubler notre live d'aujourd'hui. Ce sera un live assez dense parce que nous parlerons de... Voilà. On va arrêter, ouais, en remerciant Marol, voilà, pour... en remerciant notre sœur Marol pour, voilà, sa chanson. Nous, merci beaucoup à ceux qui partagent, merci. Bonjour Soptagne, bonjour les positifs. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Pangokam. Bonjour, voilà. Comme je disais, notre présentation d'aujourd'hui aura 3 parties, 4 même je dirais. Je vais d'abord remercier les personnes qui m'ont fait parvenir des contributions très intéressantes. Ensuite, je vais expliquer un peu de quoi nous allons parler aujourd'hui, bien pour que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit. Ensuite, je vais faire intervenir notre frère Luc Canto, qui va faire un appel Messenger, dont nous allons écouter attentivement ce qu'il a dit, parce que c'est quelqu'un qui a d'expérience. Puis je parlerai je reviendrai maintenant sur la politique industrielle pour développer. Enfin, je prendrai les réactions des personnes qui laissent des contributions intéressantes. Maintenant, je vais plus lire toutes les contributions. Bonjour, mon frère Georges. Je vais plus lire toutes les contributions. Je vais lire uniquement les contributions des... Bonjour, Tessie. Je vais lire uniquement les contributions des personnes qui sont intéressantes. Les personnes qui disent des choses... qui manquent de courtoisie, leurs contributions ne seront pas lues. C'est une présentation constructive. Nous voulons que celui qui regarde notre présentation, au sorti de là, en ressorte avec quelque chose d'utile qu'il peut utiliser dans son quotidien. Voilà. Cela dit, comme j'ai dit tout à l'heure, notre première partie sera d'abord consistera à remercier les gens. J'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des contributions intéressantes. Vraiment, c'est très intéressant. Je leur en remercie beaucoup. D'autres, je les ai gardés pour pouvoir préparer des présentations que avec lesquelles que je partagerai avec vous plus tard. D'autres, je les ai, comment on dit ça? Je les ai gardés. Ça fera l'objet de publication plus tard. D'autres, j'ai commencé à les poster. En l'occurrence, ce sont des Camerounais qui travaillent dans des pays comme l'Afrique du Sud, qui travaillent dans des pays comme Dubaï, dans des grandes sociétés de construction, qui travaillent dans des pays comme le Japon, qui travaillent dans des pays comme la Chine, vous serez surpris, ne parlons même pas des États-Unis, et qui nous envoient des contributions sur ce qui se fait là-bas. Par exemple, vous avez vu la contribution qu'un Camerounais vivant au Japon nous a envoyée. Je pense que j'ai reçu 12 vidéos. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai posté, je pense, je peux me tromper, mais je pense que j'en ai posté 6. Et il manque encore 6 à poster. Mais vous pouvez voir les vidéos. Parce que l'argument qu'on a souvent développé en disant on ne peut rien faire à l'ouest, c'est parce que les routes ont été construites par l'administration coloniale. C'est des routes qui montent jusqu'au sommet d'une colline et redescendent. Montent jusqu'au sommet d'un col et redescendent. Que je trouve même plus coûteux, plus onéreux. Parce qu'il faut terrasser, aller jusqu'en haut, terrasser, descendre. Résultat des courses, les camions qui veulent se rendre à l'ouest, vous avez le fameux col Batier. Ça monte, alors vous connaissez les accidents qu'il y a là-bas. Quand les freins lâchent, les chauffeurs se retrouvent dans les ravins, avec des morts, on accuse les chefs d'entreprise d'avoir vendu les gens alors qu'il n'en est rien. Ça fait que c'est accidenté et ça décourage psychologiquement les gens d'aller investir dans la région de l'Ouest. Il y a un Camerounais résident au Japon qui nous a envoyé une vidéo très intéressante que j'ai postée. 12 vidéos, j'en ai posté 6 pour l'instant. Et dans ces vidéos, on peut bien voir comment ça se passe au Japon. Ça veut dire que on ne fait pas des routes qui montent les collines au sommet et redescendent en bas. Non, on creuse des tunnels. On utilise un appareil qu'on appelle le tunnelier. Et avec cet appareil, on creuse des tunnels, on fait du béton armé et on coule et on met toute la sécurité dans les tunnels. Un tunnel pour aller dans le sens droit, un tunnel pour aller dans le sens ou dans le sens aller, un tunnel pour aller dans le sens retour. Voilà. Et résultat des courses, les véhicules ne montent pas. Donc, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de lâcher de frein, le coût du carburant, la sécurité même des chauffeurs, etc. La rapidité dans le délida. Vous imaginez toute une colline comme le col Batier, il faut monter, descendre. Imaginez qu'on avait fait une route à l'intérieur, on ne monte pas, on ne descend pas. Donc, on fait ça en 1/10 du temps. Et il y a même un Camerounais qui a évalué, qui a démontré que
si on avait mis ce système en place, par exemple, pour partir de Tchang à Bamenda, au lieu de faire 3 heures, on ferait 45 minutes. Parce qu'on aurait un tunnel sur le mont Bamboutos, à partir de Balevin, où il y a la chaîne montagneuse, on aurait un long tunnel sur le mont Bamboutos qui ferait à peu près 60 mètres, 60 km, et que les gens pourraient parcourir en 45 minutes, ils se retrouveraient à Bamenda. Donc, on est obligé de contourner, de monter les chaînes montagneuses, de contourner toute la chaîne montagneuse des bons Bamboutos, et par certains endroits, s'il y a pas ce n'est pas trop dense, de monter, de redescendre, et c'est ça qui alourdit le coût du transport, augmente le nombre d'accidents, surtout quand les routes sont étroites, alors qu'il suffirait de faire un tunnel. Donc, c'est bien parce que ça démontre qu'à travers des présentations comme celle-ci, les gens apportent des idées neuves qui peuvent éclairer la lanterne des décideurs. Comme je l'ai dit, le but ici, c'est même pas de chercher les palabres à qui que ce soit. Nous sommes dans notre débat, dans notre région. Hein. On a assez subi comme ça et on essaie de mener une réflexion pour montrer que voilà, dans cette région-là, aucun problème, même les problèmes que nous pose la nature ne sont des problèmes insurmontables. Comme j'ai dit, quand vous partez de Melon, par exemple, disons, prenons à Melon, jusqu'à Bamenda, c'est environ 3 heures de route. 3 heures, même 4 heures de route. Et ça fait que partir de Douala à Melon, 2 heures, partir de Melon à Bamenda, 4 heures. Alors que en faisant comme on fait les Japonais, on ramènerait cette distance à 1h30. Ça veut dire qu'on ferait 2 heures Melon, Douala Melon, et Melon Bamenda, on ferait 1h30. Donc on réduirait 2h30, on réduirait la probabilité des accidents parce qu'on va rouler droit, on ne monte pas, on ne descend pas, et il y aura très peu d'accidents. Donc je remercie les gens qui envoient les vidéos comme ça, je vous rassure tout de suite. Si vous avez des vidéos comme ça que vous avez fait réaliser, ou vous avez mis des commentaires, vous me les envoyez, je vais les partager, sans faute. Deuxième chose dont nous allons parler aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons parler de l'industrialisation de la région de l'Ouest. Quel est le modèle qui explique que quand vous voulez faire l'industrie dans une zone, il y a deux concepts qui prévalent. Ce qu'on appelle le concept d'avantage comparatif et le concept d'avantage compétitif. L'avantage compétitif, c'est l'avantage qu'une entreprise a entre ses mains qui lui permet de faire la différence avec un concurrent dans le même secteur d'activité. Non. La région de l'Ouest, une entreprise qui s'installe dans la région de l'Ouest a la possibilité d'avoir ces avantages compétitifs par rapport à une entreprise qui s'installe ailleurs. J'expliquerai pourquoi. J'expliquerai aussi les clés pour que les régions de l'Ouest puissent faire de manière que les entreprises qui s'installent là-bas aient des avantages compétitifs. Ensuite, les avantages comparatifs, c'est les ressources disponibles en quantité qu'une région peut avoir. Ça peut être des ressources humaines, ça peut être le capital financier, ça peut être les apports en industrie, ça veut dire que le savoir-faire, ça peut être la culture, ça peut être le marché. Par exemple, quand la région de l'Ouest aujourd'hui, selon certaines estimations, on estime que les ressortissants de la région de l'Ouest et leurs enfants et leurs belles familles, etc., ce qu'on appelle eux plus leurs relatifs, ça fait à peu près 6 millions de personnes dans la diaspora. C'est un grand marché. Ça veut dire que s'il y a des produits qui sont produits, je prends un exemple, les condiments pour assaisonner le ngondré, le taro, le cuir, etc., etc., la personne aura un grand débouché. Hein, que quelqu'un qui va s'installer par exemple dans la région de l'Est pour produire ça n'aura pas un débouché parce que la diaspora des personnes originaires de la région de l'Est est small scale, short scale, comme on dit, ça veut dire qu'ils ne sont pas nombreux. Donc, il y a un certain nombre d'avantages compétitifs, comparatifs comme ça dont on va parler, dont les gens ne parlent pas toujours, parce que c'est ça l'économie en fin de compte. C'est pas de dire le ministre, le premier ministre, la présidence, ça c'est pas l'économie, c'est analyser froidement ce qu'on voit tous les jours. Et là-dessus, la région de l'Ouest a des avantages comparatifs. Elle a énormément d'avantages comparatifs. On va parler de ça, hein. On va parler de ça, parce que on nous brandit, comme je vous ai dit, l'obstacle majeur qu'on nous brandit souvent, c'est les collines. Mais j'ai posté suffisamment de vidéos, j'en posterai encore, pour que vous voyez que les collines, ça c'est un faux débat. Maintenant, on va parler de ce que nous avons qui nous permet de faire la différence. Des avantages comparatifs. Et si on actionne le levier des avantages comparatifs, quelqu'un qui vient s'installer à l'Ouest pour produire, quelqu'un qui vient s'installer à l'Ouest pour utiliser les ressources de l'Ouest pour produire, il va voir qu'il aura plus d'avantages. Par exemple,
Quelqu'un qui s'installe à l'ouest demain pour produire, il est à côté d'un marché comme le Nigeria. Ça, je l'ai dit. Qui sera à l'horizon 2050 entre la 20e et la 15e puissance économique du monde. Quand la France ne sera plus dans les 10 premiers, la France sera entre la 10e et la 15e. Vous voyez donc que le Nigeria sera très proche. Celui qui est à côté du marché du Nigeria va faire de bonnes affaires. Et la région de l'Ouest y est. Non seulement elle y est, elle est entourée de 6 régions. Donc il y a énormément d'avantages comme ça là, qui sont des facteurs qui influencent la décision des investisseurs dans l'industrie. Il faut qu'on mette, on highlight, comme on dit en anglais, ça veut dire qu'on utilise un marqueur comme celui-là et on surligne ces avantages comparatifs. Et à partir de ces avantages comparatifs, on explique aux investisseurs comment est-ce qu'ils doivent utiliser ça pour pouvoir se développer. Donc, on parlera de ça. On parlera de quel type d'usine est-ce qu'on peut faire à l'Ouest. Parce que les gens, quand on dit usine, je l'ai dit la dernière fois, j'expliquerai ce que c'est que les méga factories. Pourquoi il faut faire les méga factories. Mais j'expliquerai aussi ce qu'on appelle un tissu de PME-PMI. Hein, l'Italie, par exemple, est une très grande puissance dans le monde, mais elle n'a pas de grosses multinationales. Elle a des PME-PMI. J'expliquerai quel type de PME-PMI on peut mettre en place dans la région de l'Ouest et j'expliquerai quelles sont les institutions que les élites de la région de l'Ouest, les décideurs, parce qu'on va passer à la décentralisation et on va tout faire pour que ce soit une décentralisation poussée ou bien le fédéralisme. Et quand cette décentralisation poussée ou régionalisation ou fédéralisme sera en place, il faudrait que les élites de la région de l'Ouest soient suffisamment outillées pour pouvoir construire des modèles économiques qui leur permettent d'utiliser les avantages comparatifs dans l'industrie pour développer la région de l'Ouest. Quels sont ces avantages? Comment on les utilise? Comment on les met en mouvement? Comment on permet que ça bouge, que ça puisse décoller et créer des emplois? Moi, je vous rassure qu'il y a la place à l'Ouest pour qu'on ait au moins 5000 PME dans le domaine de l'industrie. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je répondrai à toutes vos questions. Ceux qui veulent profiter, poser des questions intéressantes où on peut répondre. Ne mettez pas les questions stupides là ou des insultes. C'est une perte de temps. Quand vous êtes dans une présentation comme ça, posez des questions intéressantes. On va répondre. Et même si on n'a pas la réponse tout de suite, on va noter et puis on va faire des recherches et on vous répondra plus tard. Voilà. Salam, Eugène Gondi. Salam. Voilà. Donc, c'est une présentation qui se veut pédagogique. Je vais commencer, comme je vous l'ai dit, d'abord par introduire mon frère Luc Camteau. Luc Camteau, c'est quelqu'un d'assez expérimenté qui a été un cadre de la Société nationale de l'électricité et qui venait d'abord du secteur de l'industrie et qui, après sa retraite, continue à travailler avec les industriels dont il les conseille dans l'installation de leurs machines, les branchements électriques, l'intensité du courant, le réglage des appareils, des choses comme ça. Ça, c'est son expertise. Donc, il a assez fréquenté les usines au Cameroun. Il a arpenté les couloirs des usines. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse intervenir, pour que ce ne soit pas un monologue, pour que lui puisse dire aussi ce qu'il pense. C'est bien toujours d'avoir un point de vue différent. Donc, si Luc Camteau est prêt, je vais l'appeler. Non, je vais l'appeler. Donnez une minute, je l'appelle. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher frère. Merci. C'est moi qui te remercie. Si tu veux parler un peu fort pour que les gens t'écoutent dans notre présentation ici, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté de participer même pour 10 minutes à notre présentation qui a lieu à l'industrialisation de la région de l'Ouest. Je sais que tu suis depuis le début ce que nous faisons sur les réseaux sociaux en ce qui concerne l'industrialisation de la région de l'Ouest. J'aimerais que tu donnes déjà tes impressions sur l'industrialisation de la région de l'Ouest, que tu nous dis si tu penses que c'est possible ou si ce n'est pas possible. Tu penses qu'il y a des obstacles ou il y a des avantages? Et s'il y a des obstacles, c'est lesquels? S'il y a des avantages, c'est lesquels? Est-ce qu'on peut les surmonter? Et est-ce que tu penses que la région de l'Ouest peut s'industrialiser? Et comment tu vois, toi, ta vision de l'industrialisation de la région de l'Ouest? Merci, Élisée. J'espère
ma voix porte un peu déjà? Ouais, ça porte un peu, mais même si tu peux parler un peu plus fort, mais ça va déjà. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. Le développement de notre pays nous tient à cœur au regard de notre potentiel. Notre potentiel est énorme. Nous savons que notre pays est situé dans le golfe de Guinée à 5 zones agroécologiques sur les 7 zones agroécologiques que compte le globe. Les seules zones qui nous manquent, c'est le désert et les glaciers. Donc nous sommes un pays gâté par la nature. Nous avons un bon matériel pour pouvoir travailler et nous développer. Et la région de l'Ouest a sa zone agroécologique spécifique, qui est une zone de montagne, qui est une zone de hautes herbes et qui est une zone château d'eau. Et comme matériel, c'est très important. L'industrialisation suppose la densification de l'intelligence, la mise en commun des intelligences pour transformer un milieu. Et il n'y a pas un milieu qui ne puisse être transformé. Donc le milieu de l'Ouest, c'est un milieu qui sera transformé par nos intelligences. Moi, je parlerai déjà des 4 éléments de la nature qu'on a partout, hein, c'est-à-dire l'air, le feu, la terre et l'eau. Nous avons tout à l'Ouest. Il nous reste seulement à nous mettre ensemble pour travailler. Là, nous mettre ensemble revient à gérer la ressource majeure qui est la nôtre, qui est la ressource humaine, que je n'appelle plus ressource humaine, mais que j'appelle le capital humain. L'industrialisation suppose la mise en commun des intelligences, la gestion rationnelle des ressources, dont le temps, l'information, les idées d'entreprise qu'on peut avoir, les finances. Attends, Lukamto, allô? Oui. Il y a des gens qui disent qu'ils ne t'écoutent pas bien sur le portable. Je peux te rappeler sur le téléphone, à partir de mon desktop. Et là, peut-être le volume sera un peu plus élevé. D'accord, j'attends alors, merci. D'accord. Allô? 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 Voilà, là c'est meilleur. Là c'est meilleur. Voilà, merci. Ouais. Alors, je disais tantôt que nous avons la chance au Cameroun d'être un pays béni. Nous avons 5 zones agroécologiques sur les 7 zones agroécologiques que nous comptons le monde. Ce qui nous manque au campus, c'est le désert et les glaciers. Et le reste, que ce soit la zone de forêt, les hautes herbes, les steppes, le littoral, nous avons tout cela. Nous sommes un pays riche. Et chaque région doit pouvoir s'industrialiser avec ses atouts propres. L'industrialisation de la région de l'Ouest est plus que possible parce que l'industrialisation, c'est la mise en commun des intelligences dans une gestion rigoureuse des ressources qui contribuent à la création de la valeur. Et ces ressources, il y en a 6, comme vous devez le savoir. Il y a l'idée d'entreprise, les idées d'entreprise, le temps, l'information, les finances, le matériel et les hommes. De toujours à toujours, aujourd'hui, on a toujours vu que l'homme a été utilisé par la source de la monnaie. Aujourd'hui, si les hommes se mettent ensemble, si l'homme est le capital,
la mise en valeur des ressources humaines, du capital humain. L'industrialisation partira de la valorisation du capital humain dans un contrat social équitable. Quand chacun saura qu'il travaille pour lui dans une communauté, dans une collectivité, chacun travaillera bien. Parce que notre but sur la terre, c'est de travailler et servir. Donc, quel que soit la géographie et puis, il y a un problème de chez nous que j'aime bien répéter, c'est que moulin comme proposition, c'est-à-dire que l'ensemble qui habite les zones montagneuses, il tombe rarement parce qu'il est adapté à son environnement. Nous serons adaptés à notre environnement et nous saurons comment le transformer. Nous avons vu les vidéos sur le Japon avec des tunnels à n'en plus finir. On perce des tunnels, on pompe la nature et on transforme cette nature dans une section rigoureuse. Ça peut se faire à l'ouest. L'ouest a spécificité, c'est une zone montagneuse, c'est une zone de hautes herbes, ça a son climat et tout ça c'est des atouts. Donc, il faudrait faire aux uns et aux autres, surtout aux porteurs de projets, aux gens qui ont l'idée d'entreprise, de pouvoir fédérer et de tenir compte de l'homme, de mettre l'homme au centre de la préoccupation. Parce que l'homme, dans tout projet, est le maître d'œuvre en même temps qu'il est le maître d'ouvrage dans tout projet. C'est pour lui qu'on initie les entreprises, on initie les projets. Il y a lieu de mettre un accent sur le capital humain et travailler pour ce capital humain-là au lieu de l'exploiter. Là, on fera les choses de cette façon, on voit que nous n'aurons pas de difficulté à valoriser les différents cours de femmes, le soleil, à valoriser la qualité du sol chez nous pour produire des biens et des services. Donc, nous devons mettre un accent sur le capital humain. D'accord. Voilà pour le Niger, donc la première intervention. D'accord. D'accord. Voilà, les Camerounais, ça, c'est pas facile, hein. Parce que du coup, on était sur le téléphone portable et il y en a qui me disent non, maintenant c'est mieux il vaut mieux retourner sur le téléphone portable. Pour la suite de ton intervention, on va retourner sur le téléphone portable, s'il te plaît. Allô? Oui, ok. D'accord. Ok, on va retourner sur le téléphone portable avec notre frère Lucanto. Le client est roi, comme on dit. Donc, on va retourner sur le téléphone portable. Allô? Oui, la connexion nous joue des tours. Ouais, bon, c'est pas grave, tu es là. Tu es là. Donc, ouais, donc j'étais bien suivi. Tu as planté le décor sur comment faire pour industrialiser la région de l'Ouest. Voilà, c'est bien. Les facteurs qu'on doit exploiter, les facteurs qu'on doit utiliser pour pouvoir industrialiser la région de l'Ouest. Tu as parlé du capital humain, tu as parlé des finances, tu as parlé du savoir-faire, tu as parlé de dominer la nature, c'est très important. En l'occurrence, les vidéos qu'on a vues sur ce que les Japonais font, comment est-ce qu'ils dominent la nature pour pouvoir imposer l'industrialisation. C'est important à l'Ouest. Ça veut dire qu'on a des ressources en eau. Quand on voit, par exemple, on dit, voilà, la mer, on oublie qu'il y a un très fort débit d'eau qui arrive des montagnes de l'Ouest, qui traverse tout le Cam et qui se déverse dans la mer. Ces ressources en eau, tant qu'elles ne sont pas captées pour faire des centres de production d'eau potable destinés à l'industrie, à la population, ben, ça donne rien, quoi. Donc, le problème n'est pas on ne peut pas. Le problème, c'est est-ce qu'on dompte la nature comme les Japonais? J'ai bien compris. Maintenant, quelle est ta vision de l'industrialisation de l'Ouest? Quel type d'industrie il faut à l'Ouest? Des grandes, des petites? Est-ce qu'il faut partir de l'artisanat vers la PME ou est-ce qu'il faut directement se lancer dans les grosses entreprises? Et quels sont les secteurs
où la province de l'Ouest peut avoir la concurrence, peut être fort concurrentiellement, c'est-à-dire avoir ses avantages comparatifs? Est-ce que c'est l'agro-industrie dont on parle souvent? Est-ce que c'est le tourisme? Est-ce que c'est la construction, dont les matériaux de construction? Quels sont les secteurs, par exemple, où la région de l'Ouest peut être compétente? Personnellement, je conçois l'industrialisation autrement. Comme nous avons mis l'homme au centre de nos préoccupations, nous devons d'abord satisfaire notre marché intérieur. Nous devons d'abord constituer notre marché intérieur des hommes et des femmes qui travaillent d'abord pour consommer ce qu'ils produisent, être stable et se lancer à la conquête des marchés et vendre ce que nous aurons, les surplus de ce que nous aurons produit. Ça signifie pour moi que nous devons commencer d'abord par l'agroalimentaire. Nous devons d'abord assurer du pain quotidien pour tous les travailleurs qui seront installés dans cette région, avec un service à la personne qui soit vraiment pointu, de manière à libérer les énergies. Que le gars qui s'en va travailler dans les champs ou bien à la ferme n'ait pas de souci à qu'est-ce qu'il va manger à midi ou bien comment il va se soigner. Il faut organiser le travail de manière à ce que le capital humain qui est maître d'œuvre et maître d'ouvrage en même temps se sente libre, libéré des contraintes individuelles. On doit garder leurs enfants, on doit s'occuper d'eux pendant qu'eux ils sont en train de travailler. Ça veut dire qu'il faudra mettre en place un système inclusif, un système qui intéresse le maximum de personnes, c'est-à-dire chacun doit se sentir partie prenante du projet. C'est un système intégré. Donc, ce système intégré veut que tous les services comptent dans l'entreprise qu'on met en place. Nous voulons créer un champ de maïs ou bien on veut cultiver le riz pluvial, par exemple. On lance, on a un projet, nous savons la quantité de riz qu'on importe au Cameroun. 2 millions de tonnes. Si nous lançons au défi de cultiver le riz tel qu'on puisse casser l'importation du riz, il faudra s'occuper de la personne qui cultive le riz, de s'occuper de l'ingénieur qui est au bureau d'études et qui travaille au plan de mise en œuvre de ce projet de riz, de manière à ce que chacun dans sa maille se sente libéré. Donc on aura un service à la personne très futé et de manière à ce que l'homme puisse libérer les énergies. Donc c'est par là qu'on commence. Et maintenant, la suite va arriver. C'est-à-dire que pour travailler dans les champs, il faudra bien avoir des tenues. Il faudra qu'il y ait un atelier pour coudre nos tenues. On ne va pas acheter tout. Il faut qu'on coudre nos tenues nous-mêmes, qu'on fabrique nos bottes, qu'on densifie les chaînes de valeur dans ce que nous allons produire. Exact. On densifie les chaînes de valeur. Si nous produisons le maïs, par exemple, il faut que directement qu'on puisse produire les œufs de table et qu'on puisse produire la mayonnaise directement et que le blanc d'œuf qu'on va dégager en produisant la mayonnaise, qu'on utilise ça pour faire des pains et des barres, n'est-ce pas, comment ils appellent ça, que nous allons emballer ici. Exact. Exact. Donc il est question pour nous d'utiliser notre intelligence, passer à l'économie de la connaissance. Exact. On doit quitter l'économie des matières premières, chercher à être le premier, on top les lignes, comme vous dites en anglais, on est en haut pour les producteurs de pommes de terre. D'accord? Mais l'homme qui produit la pomme de terre là, est-ce qu'il est heureux? Non. Nous voulons enrichir, nous devons industrialiser l'Ouest, c'est enrichir les gens qui travaillent dans les champs. Ils doivent se sentir riches de leur travail. Exact. Et comme ils sont riches de leur travail, les excédents vont aller sur les marchés. Exact. Exact. Voilà la manière dont je vois. Et puis, il faut dire et insister que tout ce qu'on nous a donné est richesse. Quand je regarde le cours d'eau qui part du plateau, des hauts plateaux là qu'on appelle le lien, pour descendre jusqu'à la Mecque sur la route de Bouddha, ce cours d'eau là part de 1775 mètres d'altitude pour se retrouver à 800 mètres d'altitude dans la vallée de Bamou, que tu connais bien. Ouais, ouais. Toute cette pente-là, nous avons la
possibilité de faire des micro-barrages pour avoir de l'eau, traiter cette eau-là et la donner à boire. On va faire des étangs de poissons, on va canaliser l'eau pour faire des poissons hors sol. Tout ça, c'est possible. Nous avons la possibilité de développer nos avantages comparatifs. Oui. Nos avantages comparatifs sera que notre chaîne, comment vous appelez ça, nous allons, l'échelle de valeur, n'est-ce pas? Exact. Quand nous allons produire beaucoup, nous allons densifier la chaîne de production, nous allons densifier la chaîne de valeur et on aura suffisamment produit d'abord pour nous-mêmes, pour le marché interne, pour les hommes et les femmes qui vont travailler dans cet écosystème-là, et le reste sera mis sur le marché. Ok. Merci beaucoup vraiment mon frère Luc Camteau. Merci beaucoup pour ta contribution. J'espère t'avoir dans les prochaines présentations. Merci, je suis dispo. Merci beaucoup, merci. Voilà, je remercie le frère Luc Camteau, voilà, qui est intervenu. Vous avez suivi son intervention, hein. Je résume globalement. Il a dit que nous devons nous affranchir des blocages qu'on nous a mis dans la tête, à savoir que l'Ouest est une région montagneuse, on ne peut rien y faire. Il s'est appuyé sur les vidéos que nous avons postées en provenance du Japon, qui a montré que le Japon, c'est un archipel plus accidenté que la région de l'Ouest. Et pourtant, les Japonais ont réussi à dompter les montagnes, les cours d'eau, le vent, hein, avec les éoliennes pour produire l'énergie électrique, avec l'hydroélectrique pour les ressources en eau. Ils ont réussi à canaliser des ressources en eau, développer une agriculture urbaine. Ils ont fait plein de choses qui leur permettent de dompter tous les obstacles que la nature a mis devant eux. Parce que le Japon étant plus accidenté que la région de l'Ouest et étant l'une des 5 premières puissances économiques du monde, vous comprenez bien que c'est parce qu'ils ont dompté la nature. Donc, c'est possible aussi à l'Ouest, comme a dit le frère Luc Camteau. Il suffit que nous mettions ensemble un ensemble de facteurs que nous avons sur le terrain pour pouvoir le faire. Je vais prendre les réactions des gens et puis je vais commencer mon exposé petit à petit. Donc, je vais prendre les réactions des gens. Voilà les réactions des gens. Tomba Marcel dit, moi j'ai un projet de cultiver les ignames à l'ouest destiné au marché nigérian. C'est un très bon projet qui ne va que marcher parce que les Nigérians consomment énormément d'ignames. Je n'ai jamais compris la raison pour laquelle, alors que le café s'effondrait, on n'a pas par exemple décidé de lancer dans la région de l'ouest une filière de production d'ignames blancs et d'ignames jaunes destinés au marché nigérian, qui aurait permis à nos planteurs de faire plus d'argent. Des filières comme la tomate, on aurait pu mieux la structurer parce que la débouchée au niveau du Nigeria, elle est forte. La demande en tomate, elle est forte. Moi, je n'ai jamais compris ça. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, c'est un des avantages comparatifs de la région de l'Ouest. La proximité avec le marché nigérian. En avion, cargo, 45 minutes. Par route, en passant par Bamenda et Nougou, c'est, je crois, 6 heures ou 8 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a même la place pour faire 2 allers-retours par jour, peut-être. Donc, c'est un avantage comparatif. Voilà. Parce que à partir de la région de l'Est, par exemple, on ne pourrait pas faire ça. Paulin Tchatchoua dit, ouais, quelqu'un a dit, ouais. Ouais, Paulin Tchatchoua, ouais. Et promouvoir les PME qui demandent moins d'efforts financiers et participent à la croissance des startups. Oui. La dernière fois, il parlait de méga factories sur lesquelles viennent se greffer les moyennes et petites industries. Oui, mais j'explique un peu là pour que mes frères comprennent. Pour qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame, Sam Cameroun. La dernière fois, j'ai dit, vous devez avoir des méga factories. Pour 2 raisons. Première raison, lorsque vous installez un tissu de PME, par exemple dans la torréfaction de café, par exemple dans écraser la patate pour la patate douce, cultiver la patate douce séchée, écraser pour enrichir le pain, faire des pains complets par exemple pour les gens qui ont des problèmes d'estomac
avec le gluten. Par exemple, voilà les industries qu'on peut faire à l'Ouest. Il y en a plusieurs, je ne vais pas citer tout. Et bien comme ça, je peux t'en citer 1000. Bon. Si on fait ça, on utilise les facteurs locaux qu'il y a à l'Ouest. Ça veut dire que la patate, on n'a pas besoin de l'importer. On la cultive dans les collines. Il suffit qu'on donne la petite mécanisation aux planteurs. Et on a vu qu'au Japon, les gens font l'agriculture jusqu'à 70 ans. C'est parce qu'il y a la petite mécanisation. Si chez nous, on met en place la petite mécanisation, c'est d'ailleurs, j'avais travaillé beaucoup avec le président Kamto en lui montrant ce qui se faisait au Japon. Si on met en place la petite mécanisation de notre agriculture, la conséquence de ça, c'est qu'on augmente rapidement la productivité. On diminue la pénibilité, ça veut dire qu'on augmente la productivité. Ça veut dire que sur 1 hectare, par exemple, quelqu'un peut faire 2 fois la patate dans l'année. Donc, il augmente les rendements et il travaille vite avec très peu de matériel, avec très peu d'énergie. Et péniblement, ce n'est pas dur. Donc, à 70 ans, on peut encore être dans les champs. La conséquence, c'est qu'un ouvrier agricole qui démarre dans les champs à 15 ans, à 20 ans, il peut travailler 50 ans. Donc, les gens travaillent plus longtemps dans les champs. Ils produisent beaucoup plus. Bon. Lorsque vous avez fait ça, ça veut dire que vous créez des emplois dans l'agriculture. Vous créez des emplois chez les intermédiaires entre l'agriculture et l'industrie. Les transporteurs, les stockeurs, les banquiers, les assureurs, etc., les logisticiens. Vous créez des emplois dans l'industrie et vous créez des emplois dans les commerces qui font les débouchés, en gros, pour vendre ça. Transporter, aller hors de l'Ouest. Donc, vous créez des emplois. Et les personnes à qui vous donnez des revenus, ça veut dire un salaire, vont chercher tout de suite à satisfaire les besoins primaires et élémentaires. Manger, boire, acheter des vêtements, se construire, avoir un véhicule, etc., etc., etc. Ça, c'est les besoins naturels qui sont inscrits dans la constitution biologique de l'homme. Or, si tous ces biens-là sont exclusivement exportés, et j'insiste sur le mot exclusivement, si tous ces biens sont exclusivement importés, la conséquence immédiate est que si on importe le ciment pour se construire hors de la région de l'Ouest, parce qu'on n'a pas une seule fonderie dans la région de l'Ouest, on importe une seule cimenterie, on importe le fer à béton hors de la région de l'Ouest, parce qu'on n'a pas une fonderie dans la région de l'Ouest, on importe les tôles bars, etc., hors de la région de l'Ouest, parce qu'on n'a pas, on importe le matériel de plomberie, les tuyaux, etc., les bidets, etc., hors de la région de l'Ouest, parce qu'on n'a pas de matériel. On importe les panneaux solaires, on importe tout hors de la région de l'Ouest. On n'a pas d'acierie. Si tout ça vient de la région de l'Ouest, tu vas constater que c'est des études économiques et économétriques qui ont été réalisées depuis la nuit des temps. 60% des revenus que tu donnes à ces travailleurs va partir hors de la région de l'Ouest. C'est ça qui a tué les économies africaines dans les années 60. Parce qu'on vendait les matières premières, on développait l'agriculture, on créait un peu de richesse, mais on ne produisait pas les biens dont les gens avaient besoin immédiatement pour se sentir à l'aise. Ça veut dire avoir un toit, pouvoir se déplacer, etc., se soigner, etc., etc. Du coup, ça augmente de manière très importante le flux de marchandises importées. Parce que du coup, c'est pour ça que vous avez vu notre pays se transformer en comptoir commercial. La solution, c'est donc de créer ce qu'on appelle des méga factories. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que les méga factories sont souvent ce qu'on appelle les industries industrialisantes. Les industries industrialisantes. Je prends un exemple simple d'industrie industrialisante. Prenons un exemple. Vous cultivez le maïs, vous cultivez le blé. Ou vous cultivez le blé, par exemple. Non, disons par exemple, vous installez une fonderie, par exemple, une fonderie. La fonderie, par exemple, disons la LUCAM. Allons terre à terre. Prenons la LUCAM, par exemple. La LUCAM est une méga factory. Même si elle est mal gérée, mais c'est une méga factory. La LUCAM fabrique prend de l'alumine, là, de la terre. Elle fait travailler dans ses fonderies et elle sort de l'aluminium en rouleau d'aluminium. Je crois de 1 ou 5 tonnes, etc. C'est des rouleaux d'aluminium. Qu'est-ce qui se passe maintenant? À l'UCAM s'arrête là. Quand elle sort, elle s'arrête là à des rouleaux d'aluminium. Sauf que les rouleaux d'aluminium là, il y a des industriels maintenant qui sont en deuxième ligne derrière à l'UCAM.
les gens qui fabriquent les marmites. Vous pouvez aller acheter ces rouleaux d'aluminium là et amener les machines, les transformer pour fabriquer des marmites pour la cuisson, des poêles pour la cuisson. Vous pouvez utiliser ça pour fabriquer les lambris pour les fenêtres en aluminium. Comme on dit, fenêtres PVC en aluminium. Vous pouvez utiliser ça pour fabriquer des tôles, les tôles barres, les tôles ondulées, etc., 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 etc. Donc, Alucam est une industrie, est une méga factory, mais c'est une industrie industrialisante. Ça veut dire que c'est une industrie qui fait la transformation en produits semi-finis. Et maintenant, il y a des industries qui prennent pour faire ce qu'on appelle le travail à façon. Ça veut dire l'usinage en deuxième ligne, la finition. Ça veut dire que ce n'est pas Alucam qui va vous fabriquer les tôles barres, les tôles ondulées, mais il y a des gens qui vont acheter les rouleaux d'aluminium chez Alucam et vont fabriquer les tôles barres, les tôles ondulées. Donc, si vous avez une méga factory, par exemple, une unité de transformation de tôles pour faire l'alumine, il est normal que cela découle du fait que dans votre zone, il y aura des usines qui vont fabriquer des marmites, des usines qui vont fabriquer des tôles ondulées, des usines qui vont fabriquer des barres en aluminium, etc., qui vont même fabriquer des pièces, par exemple des pièces pour l'industrie automobile, parce que certaines pièces sont faites en aluminium, etc., etc. Voilà. Et généralement, dans la stratégie industrielle locale des États, les États locaux créent des grands fonds d'investissement. Par exemple, aux États-Unis, il y a un fonds d'investissement. Quand j'aurai Zoom là, je vais vous montrer un fonds qui s'appelle PGM, qui est dans l'État du Nord Dakota. PGM, par exemple, c'est un fonds qui gère la retraite des travailleurs de l'État du Nord Dakota. Une partie de la retraite des travailleurs. On a créé une caisse supplémentaire. Les travailleurs autorisent l'État local à prélever. Et une partie de cet argent est affectée, je pense que 20% est affecté dans un grand fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement permet de financer la constitution de méga factories dans le Nord Dakota. Et ces méga factories-là, par exemple, c'est des aciéries qui vont produire l'acier et vont revendre l'acier maintenant à des gens qui prennent ça pour faire du fer à béton, qui prennent ça pour faire de fer pour construire les gratte-ciels, etc., 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 etc. Donc, c'est un élément de la politique industrielle. Donc, don't get me wrong, comme on dit, je pense que j'ai bien expliqué là pour que Sam Cameroun comprenne bien et ne fasse pas d'amalgame. Donc, comme a dit quelqu'un, les méga factories ont deux objets. Éviter que les revenus des personnes qui vont travailler dans la petite industrie, au lieu qu'elles tournent localement et créent un effet levier, créent un effet multiplicateur dans l'économie locale, que ces revenus aillent à l'extérieur. Quand vous importez le ciment, quand vous importez le fer à béton, quand vous importez l'argent que vous donnez à vos fonctionnaires, que vous donnez aux gens qui travaillent dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les services, etc., ils utilisent ça pour acheter les biens importés et du coup, ça enrichit l'extérieur et ça n'enrichit pas l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait des méga factories. Et deuxième chose, une méga factory, c'est une industrie industrialisante, comme on dit. Ça veut dire que c'est une industrie qui crée d'autres industries à côté. Voilà. C'est-à-dire que vous achetez les rouleaux d'aluminium, vous le travaillez en façon pour faire des tôles, sur différents trucs. Des tôles laquées, des tôles pré-laquées, des tôles ondulées, des tôles barres, des tôles, etc., etc., etc. Et deuxième chose, vous pouvez par exemple, j'ai pris l'exemple de l'industrie aluminium, je peux prendre la même chose dans l'industrie du bois. Je peux prendre la même chose dans l'industrie alimentaire aujourd'hui. Hein, ou quand vous voulez fabriquer des pâtes de macaroni, par exemple, dans un pays comme l'Amérique, vous n'avez plus besoin d'acheter le blé. Il y a des gens qui font des pâtes déjà semi-finies, vous achetez en fonction de ce qui vous convient et vous faites la pâte. Ceux qui regardent sur mon mur là, j'ai partagé dans l'État du Wisconsin aux États-Unis, comment est-ce qu'on fait avec la bière aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des grandes industries industrialisantes. C'est eux qui achètent aujourd'hui le malt, le houblon en bateau. Et c'est eux qui font la bière en semi-fini. Et il y a des petits industriels maintenant qui achètent ça et mettent ce qu'on appelle les flavors, ça veut dire les parfums, pour faire de la bière maintenant finie, du sans gluten, du avec gluten, du parfum miel, du parfum ceci, etc., etc. Donc ça a généré une chaîne de petits producteurs, environ 6000 petits producteurs de bière, qui concurrencent désormais les grandes multinationales la bière. Ces petits producteurs ont même adopté une stratégie concurrentielle, c'est que quand tu vois la bière est brassée sur place, dans les cuves sur place, et on te la sert à pression, tu peux boire sur place. Donc l'industrie a beaucoup de tactiques. Je veux dire que c'est, voilà, on essaie d'expliquer ça pour que les gens comprennent. Ça a beaucoup de phases. C'est pour ça que je dis encore, et je l'ai redit,
S'il y a des gens dans les conseils municipaux ou des élus qui posent la question, qui nous invitent, on va les expliquer. D'autres ont déjà commencé à nous inviter, je leur en remercie. On va leur expliquer bien ce qu'ils ne comprennent pas, de façon à ce qu'ils comprennent bien les spécificités de chaque chose. Certaines choses sont dites chez nous, c'est purement par ignorance. C'est parce que les gens ne connaissent pas comment l'économie mondiale marche. Voilà. Voilà. Léopold Simodi, ils diront que l'Ouest est très montagneux. Oh que non, pas plus que le Japon. Il s'agit juste d'une volonté politique. On en a vu ailleurs les chemins de fer qui passent même sous les montagnes ou sous l'eau, qui passent sur les ponts sur pilotis à 4 km, tracé du Cap Rouge au Québec. Oui, tu n'as même pas besoin d'aller loin. Au Cameroun, Cogefa a fait le tronçon Ezeka Maloumé en construisant un viaduc qui est pendu en l'air où le pont traverse et en perçant les tunnels dans les collines. Le tronçon Ezeka Maloumé au Cameroun. C'est Cogefa qui a fait ça. Ils avaient percé des tunnels et ils ont construit un viaduc dont le train ne faisait plus ça. Hein? Je me rappelle très bien, on était plus jeunes, on prenait le train à l'époque, voilà, à Yaoundé, on faisait le tronçon Ezeka Maloumé. Ça, c'est Cogefa qui a fait ça. Ça a réduit les accidents de train et ça a augmenté la rapidité. C'est d'ailleurs pour ça que la Régie nationale des chemins de fer, Régie Fercam, à l'époque, je me rappelle parce que je connaissais le directeur technique, je pense qu'il est décédé, paix à son âme. Il s'appelait Papa Gaston Monayon. Et Papa Gaston Monayon, je me rappelle, nous avait fait visiter ça et on avait vu le chemin de fer, comment Cogefa avait fait le tronçon Ezeka Maloumé. Donc c'est possible chez nous. On l'a déjà fait, simplement qu'il faudrait qu'on le ressorte et qu'on porte à l'attention des gens pour qu'ils évitent de dire certaines choses qui sont inexactes. Julio dit l'agroalimentaire doit aussi inclure les industries agroalimentaires de transformation dans la région de l'Ouest. Ce sera intéressant de produire la mayonnaise à l'Ouest. Oui, si on produit des œufs à l'Ouest, donc on peut produire la mayonnaise. Le développement des micro-barrages est possible avec les cours d'eau et cela peut favoriser la pisciculture qui est l'élevage des poissons. C'est vrai. Tim Tidov dit comment tu ne comprends pas que le plus grand problème actuellement pour vendre au Nigeria, c'est l'absence du chemin de fer et des routes. Bref, l'absence des infrastructures de transport. Ah, Tim Tidov, je pense qu'on ne doit pas être ensemble. Hein. En dehors de la route Bouddha-Bamenda qui est à refaire parce que vraiment ça n'a pas été... ce n'est pas encore fini. En dehors de la route Bouddha-Bamenda, je pense que la route est déjà bitumée de Bamenda jusqu'à Enugu. On part de Bamenda jusqu'à arriver à Enugu sur route bitumée. Donc, le Cameroun est déjà relié au Nigeria. Deuxièmement, on part de Kumba jusqu'à Ekorman fait par route bitumée. Donc, il manque seulement une route qui part de Fontaine jusqu'à Kumba, de Changfontaine-Kumba. Le jour où on a une route Changfontaine-Kumba, la question est résolue. Donc, il n'y a pas un problème d'infrastructure et de transport. Deuxièmement, j'avais dit que il y a l'arrivée du port de Bakassi. Le Nkam, à partir de Nkenkem, je pense qu'elle est navigable sans trop de chute jusqu'à Yabassi. Ben, il suffit d'aménager le Nkam et de faire des petits bateaux. On voit ça en France. Quand vous arrivez au port de Rouen, en France, au port de Rouen, au port du Havre, on descend des marchandises, on met ça sur des barges jusqu'au port de Rouen. Et au port de Rouen, la vidéo est sur mon mur là. Tu peux la regarder, Tim Tidov. On remonte les marchandises sur des bateaux jusqu'à Paris. La ville de Paris a 2 ports. La région parisienne a 2 ports. Le port de Agnières et le port de Gennevilliers. La région parisienne a 2 ports. Je parle bien de ports. C'est des ports fluviaux. C'est des ports qui sont assis sur la Seine. Donc, une des questions des infrastructures, c'est l'infrastructure fluviale. Parce que, comme on dit, elle est large scale. Ça veut dire que vous pouvez mettre un bateau de taille moyenne qui facilement peut prendre 200 conteneurs, par exemple, ou 300 conteneurs. Donc, peut remonter au moins jusqu'à Yabassi. Alors, qui dit Yabassi avec le port de Bakassi qui est à côté. Deuxièmement, je l'ai dit, et on reviendra dessus, je ferai une présentation dessus. La région de l'Ouest ne s'en sortira pas si elle ne crée pas un port sec. Le jour où les élites de l'Ouest auront un port sec, et moi je leur ai proposé de mettre ça à Sanchou, ils vont voir que très rapidement, ils vont économiser près d'1 milliard de dollars
soit 500 milliards de CFA par an sur les coûts de transport et de logistique. Les Américains appellent ça, j'ai oublié, c'est sunk cost. C'est des coûts que vous ne voyez pas, mais quand on fait une comptabilité analytique, on analyse des coûts à vue bien, de manière en regardant bien, on s'aperçoit que la région de l'Ouest paie au moins, les opérateurs de la région de l'Ouest jettent comme ça en l'air au moins 1 milliard de dollars par an. Et pourtant, un port sec, c'est 100 milliards de francs. Avec 100 milliards de francs, on a un port sec de 400 hectares. C'est beaucoup. Le Rwanda a fait un port de 30 hectares. Il dit 400 hectares, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire 300 hectares de stockage, 100 hectares de bureaux et autres choses, etc. C'est beaucoup. Hein? 100 milliards de francs. Et c'est pas 100 milliards qui dépendent des gens de l'Ouest. Il dit que par an, les sunk costs, c'est-à-dire que les coûts qu'ils ne perçoivent pas, les surcoûts qui s'ajoutent mais qui ne perçoivent pas, parce qu'on n'a pas les conditions optimum. On est obligé d'aller faire toutes les transactions à Douala. Quand vous voulez sortir un conteneur, vous vous déplacez, vous partez de Douala pour aller sortir de Bafoussam, pour aller sortir le conteneur à Douala. Vous quittez de Bafoussam, vous allez à Douala. Vous louez la chambre d'hôtel à combien? Par jour, 30 000. Des fois, vous restez à Douala 10 jours, ça fait 300 000. Il faut manger, il faut, etc. Il faut tourner, il faut perdre le temps. Le gars, il sort là, il dit, oh, marchandise générale. Comme moi, je connaissais un autre à Bafoussam, Julio. Il va à Douala, il passe 10 jours. Il te dit, moi, en 10 jours à Douala, j'ai claqué 1 million. 1 million, là, ils sont combien à claquer c'est 1 million, là, comme ça? Ils sont peut-être 200. Ça fait 200 millions de francs en moyenne tous les mois. En un an, ça fait combien? Sur lesquels maintenant, il faut ajouter les coûts de portée de Douala jusqu'à amener parce qu'on a déchargé. Ça revient encore plus cher. On ramène à Douala, à Bafoussam, on recharge, etc. Les coûts de manipulation. Or, s'ils avaient un port sec, les cotations de fret seraient, par exemple, vous avez payé un conteneur à Wangzhou, ça partirait direct Wangzhou, direct Sanchou. Il y aurait un port, un terminal à conteneur à Sanchou avec un terre plein, un parc à conteneur où on fait la consignation de conteneurs. On est capable de sortir ton conteneur, aller te livrer à Bafoussam, moyennant 100 000 francs, 150 000. On te livre à Bafoussam dans ton entrepôt, on ramène le conteneur chez le consignataire au port sec de Sanchou. Ça élimine tous ces frais-là, c'est son cost. Et ça ramène donc l'argent, maintenant le business dans la région. Et je dis encore, la région de l'Ouest est encore mieux placée même que celle du littoral. Parce qu'elle a le centre, parce qu'elle a le littoral, parce qu'elle a le sud-ouest, parce qu'elle a le nord-ouest, parce qu'elle a la Damawa, parce qu'elle a le Nigeria. Et à partir du port de Bakassi, on est à l'est. Donc, je pense, et j'ai parlé la dernière fois, je reviendrai de toute façon. Sur le désenclavement, on a un live prévu dessus. Je reviendrai dessus. Sam Cameroun dit, monsieur Honta, peut-on parler de l'initiative privée car si on attend les routes et les ports secs de l'État central, on risque d'attendre longtemps. On peut créer des centaines de petites et moyennes industries qui nous rendront incontournables. À défaut, bien sûr, de nous battre pour obtenir notre autonomie, mais je constate que les gens de l'Ouest ne sont pas très courageux sur ce point. Comment faire maintenant? Oui, Sam Cameroun, je l'ai dit depuis le début et je l'ai dit lors de la dernière présentation. Le but de cette présentation, c'est d'expliquer aux gens de la région de l'Ouest comment ils peuvent faire. Regarde le live ou la présentation que j'ai fait juste avant celle-ci. C'est de leur expliquer comment ils peuvent faire pour construire eux-mêmes les infrastructures. J'avais déjà fait une présentation sur le port sec de Sanchou. J'ai dit que je reviendrai, je vais la faire en 3 parties, de manière à expliquer aux gens comment on fait ça sans que l'État entre là-dedans. Donc, comment on fait ça sans que l'État entre là-dedans? Il n'y a pas d'État là-dedans. Comment on fait ça? Ce sera une présentation en 3 parties. Mais j'attends d'avoir Zoom là. Je n'ai pas toujours le temps de configurer ça, etc. Et quand je vais le faire, je pourrais faire parce qu'il me faut faire ça sur Excel pour que les gens voient comment on fait ça. Faire les calculs sur Excel pour que les gens voient comment on fait ça. Voilà. Donc, on va le faire. Et je vais montrer aux gens comment ils peuvent eux-mêmes financer ce port sec de Sanchou, donc sans besoin de passer par l'État, etc., etc., etc. Ils ont eux-mêmes les moyens de faire ça, surtout avec la diaspora, les capitaux de la diaspora. Voilà. Tim Tidov dit, toutes ces industries nécessitent beaucoup d'énergie. Parlons de la production d'énergie bon marché pour l'industrie. Ben, Tim Tidov, c'est un argument qui doit être balayé. Je pense que si tu regardes la vidéo du Japon, tu as bien vu que la personne qui a pris ces vidéos-là, dans la première vidéo d'ailleurs que j'ai release, ou que j'ai posté sur mon mur,
On voit très bien qu'il vous dit, regardez sur les collines, partout sur les collines, il y a des éoliennes. Partout sur les collines, il y a des éoliennes. Qu'est-ce que nous faisons de nos montagnes? Luc Camto a dit tout à l'heure que dans la région de l'Ouest, on a un cours d'eau qui part des hauts plateaux à Baham à 2000 mètres d'altitude et qui redescend. Donc, quand ça descend, donc, le débit de l'eau emporte la vitesse. Ça descend jusqu'à 700 mètres d'altitude. Est-ce qu'il n'y a pas la place là pour installer même plusieurs micro-barrages? Non, il y a ça. Il y a le solaire. Même si les gens disent que non, on n'a pas le solaire avec la même intensité que dans l'extrême nord. Je suis d'accord, mais il y a le solaire. J'aurai l'occasion de poster sur les réseaux sociaux. Vous allez voir aujourd'hui ce que c'est qu'une usine aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, une usine aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire que quand vous visitez une usine, l'usine a le branchement de la société d'électricité du coin, mais l'usine également exploite toutes les opportunités qu'elle a. Par exemple, sur le toit des usines aux États-Unis aujourd'hui, partout on a disposé des panneaux solaires. Quand ils peuvent, ils mettent des éoliennes, par exemple. C'est-à-dire qu'un groupe de sociétés peut se mettre ensemble, construire une éolienne et dire on est 10, on repartit à 10 parts égales. Et désormais, ils consomment d'abord l'énergie qu'ils produisent avant de consommer l'énergie que leur donne l'opérateur d'électricité locale. Donc, les énergies renouvelables peuvent permettre à des gens qui installent des unités industrielles pour produire à l'ouest de produire eux-mêmes déjà une quantité, ça veut dire 40-50% de l'électricité dont ils ont besoin, moins cher, avant maintenant de consommer l'énergie que va leur donner la SONEL ou la ENEO. Et autre chose importante, avec le développement de la technologie, dans 2, 3, 4 ans, on va pouvoir stocker le courant. On va pouvoir stocker le courant comme on stocke, je sais pas moi, le riz, le blé, etc. Donc, à partir du moment où on va pouvoir stocker du courant ou de l'énergie électrique, la conséquence immédiate de ça, c'est que des gens pourront installer des industries à l'ouest pour pouvoir stocker de l'énergie électrique et l'utiliser plus tard. Ça, c'est important. Voilà, Bikoko Nana dit qu'Ojefa faisait les routes sur les ravins. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà. Sam Cameroun, voilà. Donc, j'ai fini de prendre les réactions des gens là. Je vais poursuivre avec la présentation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quel est le modèle que nous utilisons pour industrialiser la région de l'Ouest? Ça, c'est important. Je vais dire une chose que les gens comprennent bien. Ça veut dire, la question c'est, quel type d'industrie on installe dans la région de l'Ouest? D'abord, qu'est-ce que l'industrie? Qu'est-ce que l'industrie? Hein? Parce que il y a l'artisanat, et puis il y a l'industrie. L'artisanat, c'est quelqu'un qui prend de la matière première et la transforme manuellement ou avec une machine qui ne fonctionne pas avec de l'énergie. Par exemple, le tisserand, dans notre tradition africaine. Le tisserand, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le travail du coton pour faire du tissu. Ou bien il fait le travail de la laine de mouton pour faire du tissu. Mais il le fait manuellement. Ça veut dire, vous voyez comment il fait rap avec ses mains. Il lance le rouleau de fil, rap, il lance avec sa main, etc. Donc, il travaille manuellement avec une machine qui elle-même n'utilise pas de l'énergie électrique pour tourner. Donc, c'est fait manuellement. À partir de ce moment, on dit qu'il fait de l'artisanat. Ça veut dire qu'il produit des tissus, mais il fait ça manuellement. Il produit il fait une tannerie de cuir, mais il fait ça manuellement. Ça veut dire que quand il trempe le cuir après, il enlève, il le rabote à la main, il le sèche, et il le rabote encore après. Il peut fabriquer des chaussures avec ça. Il travaille exceptionnellement à la main. Sa performance dépend de la sueur, de la transpiration, de l'huile de coude, comme disait un de mes professeurs en France, M. Renazé. Il travaille à la main. Ça, c'est l'artisanat. Maintenant, l'industrie, c'est différent. C'est quand on fait la même chose qu'on fait l'artisan, ça veut dire qu'on utilise le coton, on utilise la laine, on utilise le cuir, on le transforme pour faire un produit fini que les gens peuvent consommer, mais en utilisant un équipement industriel, ça veut dire une machine qui travaille, qui fonctionne avec de l'énergie, qui tourne, qui peut produire des grandes séries, des grandes cadences, soit une production standardisée, soit une production différenciée. Là, maintenant, on parle de industrialisation. Voilà. Donc, on prend la matière première. Ça veut dire que si vous grillez le café, comme par exemple, on grille le café en Colombie au feu, on met dans une poêle, on torréfie ça au feu.
On grille, on grille, on grille, on grille. Après, on écrase. On pile dans un mortier, on écrase. Ça a un goût très bon. Mais on appelle ça artisanal. Mais si vous installez maintenant une machine qui permet de traiter, au lieu de traiter 10 tonnes de café par an, qui permet de traiter, par exemple, 100 tonnes de café par semaine, et que par an, on fait 5000 tonnes, là, on parle d'industrie. Parce que d'abord, le volume est important. C'est mécanisé. Ça veut dire qu'il y a le moteur, il y a une chaîne industrielle, il y a de l'énergie électrique, etc., etc., etc. C'est mécanisé. Ça fait appel à faire un savoir-faire particulier. C'est ça l'industrie, en fait. C'est ça la manufacture. Et la conséquence, c'est que l'industrie crée de la valeur ajoutée. Ça veut dire que le café graine va coûter peut-être, le café vert va coûter peut-être 300 francs le kilo. Le café graine va coûter peut-être 500 francs le kilo. Maintenant, le café torréfié va coûter peut-être 20 000 francs. Le même café de 1 kilo torréfié va coûter 20 000 francs. Parce qu'il y a la valeur ajoutée qui a été créée. Parce qu'entre-temps, on l'a fait, on l'a emballé, on l'a mis dans des dosettes. Il faut simplement mettre dans une machine pressée pour que ça brûle. Ça veut dire que on rajoute de l'eau pour que ça fasse sortir le jus de café qu'on peut boire. Donc, il y a une valeur ajoutée qui est créée. C'est important. Pour dire, quand je dis ça, c'est pour dire que dans la région de l'Ouest, il y a énormément de matières premières d'origine agricole, d'origine forestière, d'origine humaine. Tenez, par exemple, ou animale. Tenez, par exemple, les déchets des êtres humains peuvent être utilisés pour fabriquer de l'engrais, qu'on appelle le compost. C'est l'industrie. Les déchets des animaux, des cochons, ou les déchets de la ferme, ou bien des habitats peuvent être utilisés pour fabriquer le compost. Ça, c'est l'industrie. La production agricole. Vous pouvez utiliser la patate, sécher la patate, écraser la patate nature et mélanger maintenant à la farine de blé semi-finie pour faire du pain complet. Les pains complets pour les gens qui ont tous les problèmes diététiques là, etc., tout diabète, toutes ces histoires-là. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Le sucre à partir de la betterave, la farine de pain ou des beignets à partir du plantain ou de la banane. Bref, beaucoup de choses. Les liqueurs de petites bananes, là, nos petites bananes qu'on a à l'ouest, avec ça, on fabrique des liqueurs. Il ne faut pas croire qu'on cultive ça qu'à l'ouest. On fait ça en Amérique latine. Et il y a des usines dans des pays comme l'Argentine qui fabriquent 20, 30, 40, 50 types de liqueurs à partir des petites bananes qu'il y a à l'ouest, là. Pas les bananes industrielles, là, les petites bananes que nous avons à l'ouest, les petites bananes jaunes, là. Donc, il y a énormément de choses, comme vous voyez, qu'on peut faire. Simplement, pour que l'industrie soit possible, il faut qu'il y ait un modèle d'industrialisation. Je l'ai dit la dernière fois, il faut que les personnes qui vivent dans la région de l'Ouest comprennent une chose. Ce n'est pas le pouvoir central qui fait l'industrie. Ce n'est pas vrai. Ça n'a existé nulle part au monde. Celui qui peut, je le mets au défi, je lui donne la parole comme j'ai donné à Luc Camteau et je le ferai désormais, qui vient nous expliquer où ça a marché comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un pays où le ministre a dit... La France a fait ça. Ils ont conçu les régies Renault, ils ont conçu. Tout ça, ça s'est effondré. À chaque fois que le politicien a voulu créer une industrie avec le décret, ça a débouché sur un éléphant blanc. Dans tous les pays du monde, pas seulement au Cameroun. Non, au Cameroun, une étude de vous donner des exemples. Le dernier en date, c'est l'usine de tracteurs de Bolova et l'usine de Manioc. C'est-à-dire que le politicien essaie de créer une industrie avec un décret, ça se casse la gueule. Partout pareil. Il suffit de lire l'histoire de l'industrialisation de l'URSS. Il y a énormément de livres là-dessus. Vous allez comprendre comment ça s'est cassé la gueule. Non. La base de l'industrialisation, donc, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le décret du chef de l'État, ce n'est pas le décret du ministre, ce n'est pas le décret de la primature. Je ne dis pas que leur décret ne compte pas, mais je dis que ça compte à pas plus de 10%. Le reste des 90%, c'est des facteurs qui se répartissent entre les entrepreneurs, les chercheurs, les ingénieurs, c'est-à-dire que les entrepreneurs, c'est-à-dire que les hommes d'affaires, les capitaines d'industrie, les chercheurs, ça veut dire que les gens qui font la recherche dans les universités. Par exemple, quelqu'un peut dire, bon voilà, nous avons par exemple la patate de l'Ouest, on fait un truc qu'on appelle le ngwing. À partir de ça, nous allons faire la recherche pour produire la farine, pour faire du pain complet, pour produire l'alimentation pour bébés, etc., etc., etc. Ça, c'est la recherche.
Et c'est quand ils mettent au point des produits maintenant que l'industrie peut s'emparer pour usiner, pour industrialiser. Donc, il y a les entrepreneurs, il y a les chercheurs, il y a les ingénieurs, parce que quand vous avez une idée d'usine, c'est l'ingénieur qui fait le design des locaux, c'est l'ingénieur qui fait le design des machines, c'est l'ingénieur qui fait le choix, qui construit les pièces, pièce par pièce, qui les assemble et qui teste, qui les dessine d'abord, et puis en plus qui les fabrique maintenant pour que les machines puissent tourner et faire fonctionner l'industrie. Donc, c'est les ingénieurs qu'il faut. Ensuite, il y a les financiers, il faut bien financer l'industrie. Ensuite, il y a les détenteurs d'épargne. L'État n'est là maintenant que pour réguler, protéger, éventuellement donner des subventions ou accompagner les gens qui veulent se lancer dans l'industrie. Et l'État ici, ce n'est pas que l'État central, premier ministère, présidence, ministère à Yaoundé. C'est surtout, et c'est même d'abord, dans la part de l'État, c'est aux 2/3 entre la mairie et l'État local ou le conseil général. C'est eux, parce que c'est eux qui ont désormais la politique d'éducation, décidé de construire des écoles, lycées techniques, décidé d'amener des investisseurs pour faire des écoles d'ingénieurs, décidé de construire des micro-barrages ou des centrales solaires pour faire ceci, décidé de construire des zones industrielles. Quand on va arriver sur les solutions de financement, je vais vous expliquer pourquoi quand on construit des zones industrielles, ça facilite l'industrialisation dans un coin. Voilà. Décider de mettre en place des incitations fiscales locales, par exemple, pour que les gens viennent s'installer, comme des fonds qui peuvent aider à l'acquisition du matériel, etc., etc., etc. Ce sont des politiques d'abord locales, aux 2/3. Industrialiser une zone, c'est la mairie et le conseil général. La mairie et l'État fédéré local, dont le maire, le gouverneur, le maire, le président du conseil général, d'abord, avant le ministre. Ça, les gens doivent bien comprendre ça. Ça veut dire que ces deux-là, au moins 40%. Le ministre, c'est 20%. Donc, ça veut dire que le premier obstacle, c'est qu'il faut changer notre mindset. Nous devons changer notre mindset. C'est très important. C'est très important de changer notre mindset. De comprendre que les maires doivent comprendre que, parce que quand on voit les maires, franchement, chez nous, c'est délirant, quoi. Le maire pense qu'il est là pour faire les jardins, pour faire qu'on ramasse les ordures, pour faire les meetings, remercier le chef d'État. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Quoique je n'ai rien contre qui que ce soit. On ne sait pas trop pourquoi. Tout le temps, ils sont en train de bavarder, etc. Mais nos maires doivent apprendre, à partir du moment où je dis ce que je dis, ça veut dire que les maires chez nous doivent apprendre à travailler avec les investisseurs, rencontrer les investisseurs, mettre et organiser des symposiums, organiser des conférences, faire venir des investisseurs, vous dire voilà l'avantage que vous avez si vous venez vous installer chez nous. Voilà ce que ça, nos maires ne savent pas faire ça. Les maires chinois savent le faire. Ils viennent régulièrement aux États-Unis le faire. Les maires européens savent le faire. Ils viennent régulièrement aux États-Unis le faire. Les maires